tout simplement. Vivons en faisant attention. C'est très important qu'on reste à la maison si on n'a rien de spécial à faire dehors. Malgré toutes les restrictions, ce qui est important, c'est la vie. Suleiman. Madame Angélique Kidjo, en tant qu'artiste africaine planétaire, vous avez un pied aux États-Unis, un autre en Europe, la tête et le cœur en Afrique et peut-être ailleurs. Quel rôle les artistes, surtout des artistes planétaires comme vous, peuvent-ils jouer dans la sensibilisation, dans le combat contre le Covid-19 en général, selon vous? Moi, je me suis mise en quarantaine le 13 mars parce que j'ai un concert le 14 mars à Carnegie Hall qui a été annulé le 12. Donc, je suis partie tout de suite de New York pour revenir sur Paris et être proche de mes frères et sœurs et de ma belle famille. Et j'ai commencé dès le lendemain à faire des messages partout, à travers la musique, à chanter des chansons de joie, de difficultés et par lesquelles nous sommes passés. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une épidémie ici, sur Terre. C'est un rappel pour nous, que si les ressources que nous avons aujourd'hui, nous ne les partageons pas équitablement, ce genre d'événement montrera de plus en plus nos faiblesses au lieu de montrer nos forces. Ceux qui vont payer le prix fort, ce sont les citoyens qui sont devant. Donc, tout mes messages que je fais, c'est pour faire comprendre aux gens que le Covid-19, il ne faut pas qu'on ramène dans le Covid-19 le racisme, la xénophobie ou l'antisémitisme. Ça, ce n'est pas ça le propos. Il faut qu'on utilise cet événement qui a mis toutes les économies du monde entier à genoux pour revenir à des principes moraux. Et qu'on se dise l'être humain doit être au centre de tout. Ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, on a beau avoir de l'argent aujourd'hui, le Covid-19 ne connaît pas les billets verts, ne connaît pas l'euro, ne connaît aucune monnaie. Donc, pour en tant qu'artiste, ce que j'utilise depuis le départ, c'est ma culture africaine au centre de ma musique. Et cette culture africaine m'a appris quoi? Que dans les moments de crise, dans les moments de douleur, c'est la solidarité qui nous a permis, nous, en tant que peuple d'Afrique, d'être encore. Et cette solidarité-là doit être là. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit apporter au monde, en leur disant, nos vieux, personnes âgées, on s'en occupe. Les moins jeunes, on s'en occupe. Nos enfants, les élèves, tous ensemble. Nos hommes, nos femmes, nos enfants, tous, on va se mettre ensemble pour que le Covid-19 ne nous détruise pas. Parce qu'il ne peut pas nous détruire. L'esclavage ne nous a pas détruits. La colonisation ne nous a pas détruits. Ce n'est pas le Covid-19. Suivez les conseils des scientifiques. Soyez vigilants. Parce que votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Personne. Tout ce qu'on peut dire, c'est chacun d'entre nous, avec envie de vivre, qui doit faire le nécessaire pour préserver sa propre vie. Que ce soit pour la télévision américaine, que ce soit la télévision européenne, je dis toujours, soyons spirituels. Le message très engagé, mais très optimiste. Est-ce que vous partagez ce message, Didier Awadi? Oui, il faut être optimiste parce que, comme elle l'a dit, l'Afrique est déjà passée par beaucoup de crises et a su relever la tête. Pour moi, le Covid, c'est le moment pour l'Afrique de saisir une opportunité. Une opportunité, ce que je veux dire par là, l'indépendance est une responsabilité assumée. La dépendance est une responsabilité déléguée. On a délégué la santé à d'autres. On ne s'est pas organisé pour que nos régions et tous nos pays aient la santé partout. C'est le moment, c'est l'occasion de saisir la balle au rebond et se dire, hey, l'argent là, on va faire des priorités. La santé est une priorité. À Tamba, il doit y avoir un hôpital sérieux. À Fatick, un hôpital sérieux. Dans toutes les régions, des hôpitaux sérieux. Le Covid aussi nous rappelle qu'on doit aujourd'hui penser à être indépendants réellement. Et nos chefs d'État et nos dirigeants doivent pouvoir se soigner ici. Assez de respirateurs un peu partout. Tu vois, c'est une chance pour l'Afrique de se repenser. Il y aura un avant et un après. Être indépendant même sur le plan, sur l'autosuffisance alimentaire. Si tout le monde est bloqué, comment on mange? Donc ça nous permet de repenser tout notre système.
Mais justement, la semaine dernière, le président Macky Sall a reçu les forces vives de la nation pour les mobiliser dans cette lutte contre le Covid-19. Parmi ces forces vives, il y a eu les représentants des cultures urbaines, dont vous-même. Oui. Est-ce que c'est le message que vous lui avez envoyé, entre autres, qu'est-ce que vous lui avez dit? En fait, ce qu'on a dit dans cette audience, je te remercie pour la question, on lui a dit les cultures urbaines, le hip-hop a toujours été au devant de tous les combats. On n'a jamais attendu qu'il y ait une crise pour parler de la situation des talibés, de parler du sida, de parler de tout ça. Et d'ailleurs, bien avant qu'ils nous appellent, on avait déjà commencé des morceaux individuellement et collectivement pour le Covid. Donc, il nous a invités à redoubler d'efforts par rapport à la sensibilisation. On lui a dit aussi que nous allons continuer. Et on n'a pas besoin de l'argent de l'État pour le faire. On va s'engager à le faire sans un franc de personne. Parce que c'est ça le hip-hop aussi. C'est savoir se réinventer, c'est savoir être créatif en temps de crise. Parce que le hip-hop est né comme ça. Il est né de, par exemple, nous, on est né, notre hip-hop est né par la génération 88, les années blanches, tout ça. Donc il a fallu créer quelque chose dans une certaine forme de chaos. Une certaine forme. Et on lui a dit que nous allons continuer ça. Il a dit qu'il allait aussi regarder ces secteurs qui, comme toute la culture, sera impacté. Et dans le cadre du Fonds de développement des cultures urbaines, aller voir avec le ministre en question, le ministre chargé du secteur, comment il allait essayer d'accompagner. Mais bon, on attend que le ministre nous dise quelles seront les modalités pour qu'ils accompagnent le secteur. Mais ce que nous avons dit, c'est que nous allons faire aussi un morceau commun avec beaucoup de grosses personnalités de ce pays. Des fonds vont être récoltés et les cultures urbaines vont donner de l'argent à l'État, au ministère de la Santé. Voilà, ça va être une forme de contribution. Ça va être notre contribution. Dans le fonds Force Covid. Oui, mais je pense que ce qu'il a fait est très bien. Et nous l'en félicitons. D'habitude, on est les premiers à clasher, mais je pense que quand il faut féliciter, on félicite le chef de l'État et tout son gouvernement. Le ministère de la Santé, M. Diouf Sarr, c'est qu'il doit être très fatigué par les temps qui courent. Nous le félicitons et le personnel même. Hospitaliers, ils prennent des risques tous les jours pour nous. Donc c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Donc nous lui avons dit que nous sommes prêts à aller au combat. Nous sommes en guerre et donc le hip-hop ne restera pas en retrait à l'appel de l'histoire. On va revenir sur le Sénégal dans un instant, l'Afrique de manière générale. Cette crise est mondiale. Angélique Kidjo, vous êtes actuellement à Paris, mais vous l'avez dit, vous vivez à New York depuis 1998. Nous pensons d'ailleurs à tous les compatriotes aux États-Unis. Le virus n'épargne une personne. Quand vous lisez que l'État de New York, la ville qui ne dort jamais, appelle à l'aide, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, ce que ça m'inspire en entendant tout ce qu'on dit jusque-là, moi, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait une coopération africaine. Il ne faut pas que les pays, parce que ce qui est en train d'arriver en Europe, il faut que ça nous arrive. Parce que l'Europe n'est pas unie. Si nous, les Africains, on n'est pas unis, en échangeant des informations que nous avons, la solidarité ne doit pas être que sénégalaise, elle doit être africaine. Yeah. Et c'est nous, les artistes, qui pouvons porter ce message-là. Ne nous replions pas sur nous-mêmes en disant c'est mon pays d'abord, c'est mon peuple d'abord. C'est toute l'Afrique qui doit s'en sortir pour qu'on s'en sorte. Et c'est ça le problème de New York aujourd'hui. New York demande de l'aide à tous les autres États. Les autres États aident New York. Et avec beaucoup de gens, il y a déjà pas mal de gens de tous les jours qui sont décédés à New York. Parce que cette ville que j'adore, qui est une ville qui est tout le temps en mouvement, il y a toujours une solidarité dedans. Après le 11 septembre, c'est là où j'ai vu vraiment la résilience des Américains, leur générosité. Et nous, cette générosité, on l'a multipliée par 100 en Afrique. Il faut absolument, moi mon message aujourd'hui pour l'Afrique vis-à-vis de Covid-19, c'est ne pas être chacun dans son coin, mais pour porter l'aide au-delà de nos frontières et former une Afrique qui arrive à se unir alors que les autres ne peuvent pas s'unir. C'est là où notre pays va être pour nous. La fermeture des frontières entre les différents pays du continent, entre les différentes zones du continent, est-ce que ce n'était pas une mesure nécessaire, malgré que ça contraint un tout petit peu la circulation des personnes et des biens? Attendez, les frontières, elles ont toujours été là, les gens ont toujours traversé les frontières. Vous savez qu'en Afrique, toutes les frontières sont poreuses. On parle de frontières, ce n'est pas vraiment le sujet.
Au jour d'aujourd'hui, vous êtes à Dakar, moi je suis à Paris, on se parle. Que les centres de recherche de tous les pays africains mettent leurs ressources ensemble. Que les médecins se parlent pour voir comment les virus évoluent dans les autres pays. Parce que ce virus, il change tous les jours. Et c'est pour ça que c'est difficile de saisir et de trouver une solution à ce virus. Au départ, on disait pas mettre de masque, il ne faut pas faire ceci. Maintenant, on en arrive à mettre des masques parce que c'est pas, en parlant, on peut transmettre le virus à l'autre. Nous sommes un continent énorme. Il y a des scientifiques partout. Il y a des hôpitaux partout. Je pense que si le Sénégal veut être au centre de ça, il peut. Donc, en partant de l'Institut Pasteur, créer des hubs avec tous les médecins dans tous les pays d'Afrique et avoir une ligne ouverte tous les jours, d'une certaine heure à une certaine heure, pour prendre le pouls de tout le continent. Parce qu'on a beau dire de fermer les virus, si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans un pays limitrophe, et que quelqu'un arrive à traverser la frontière avec une autre forme de ce virus, là, il arrive au Sénégal, on aura fermé la frontière pour rien du tout. Moi, je vois ce qui se passe ici. J'ai toujours ce recul par rapport à mon continent parce que je connais la complexité de mon continent. Les frontières chez nous, on peut rentrer dans n'importe quel pays de n'importe quelle façon. Donc, il est absolument urgent que dans le message des artistes, que nous aussi, nous essayons par les plateformes que nous permettent Internet aujourd'hui, d'arriver à écrire des chansons avec tout le monde. Que chaque pays puisse raconter comment ils vivent le Covid-19 au Mali, en Guinée, au Bénin, au Togo, au Nigeria, et j'en passe. Parce que si on ne fait pas ça, quelle image montrons-nous au monde? On va dire, vous voyez les Africains, même pour ça, là, ça les tue, ils ne sont même pas capables de se parler entre eux. On est en 2020. C'est le 21e siècle. La technologie est là pour qu'on puisse faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant les 60 ans des indépendances passées. Au jour d'aujourd'hui, soyons créatifs parce qu'il y a des créateurs, des entrepreneurs en Afrique qui font des trucs fantastiques. Donc, pendant ce moment de douleur, de maladie, des histoires positives, dans nos émissions de radio, à la télé, montrent ceux qui font des choses pour que chacun puisse revaloriser pour lutter contre le Covid-19. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Le plus important pour moi, c'est dans la même veine, Didier Aoudi, comment matérialiser cette solidarité africaine? Quelle collaboration et quelle solidarité les pays africains devront mettre sur pied aujourd'hui? Surtout dans le contexte, parce que c'est quand même un peu difficile, tout le monde se barricade. Oui, c'est vrai que bon, pour des raisons sanitaires évidentes, bon, il y a un moment, il faut se confiner. Les pays doivent se confiner, autant les individus, mais les pays doivent se confiner. Mais comme elle l'a dit, ça ne nous empêchera pas de travailler. Ça n'empêche pas les scientifiques de travailler. Il y a l'exemple entre le Bénin et le Burkina, où un chercheur béninois a trouvé un remède qui apparemment marche pas mal. Donc ils continuent de faire des études là-dessus, mais ils ont déjà commencé à travailler avec cette solution au Burkina Faso et avec des résultats avérés. Donc, mais les gens continuent sur ça. Donc, autant les artistes peuvent aussi se solidariser, faire des titres ensemble, parce qu'à distance, on se fait des titres, je t'envoie une voix, je t'envoie la musique, tu me poses la voix, tu me la renvoies, on la monte, tu fais la vidéo, tu me l'envoies, on la monte. C'est possible de faire une action de solidarité par rapport à la sensibilisation. Donc, je tends une perche à ma grande sœur, parce que je sais que si elle pose sa voix déjà, c'est une validation pour toute l'Afrique. Quand on a Angélique Kidjo, avec tout ce qu'elle représente, multi-Grammy Award, qui passe un message en Afrique, ça a un sérieux poids. Et des gens comme Youssou N'Dour, voilà. Et moi, je peux convoquer aussi mes amis des cultures urbaines un peu partout, déjà pour la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour que les gens apprennent qu'il faut de nouveaux comportements. Je pense que ces nouveaux comportements vont impacter nos vies. Je reviens de Goma il n'y a pas longtemps, où ils avaient Ebola, mais ils ont gardé les bons comportements, les bons réflexes. Partout où tu rentres dans n'importe quel endroit, les gestes, de se laver les mains, même tout, ils gardent ça toujours, parce qu'ils se disent Ebola peut revenir. Donc je pense que nos pays africains, et ça c'est une note d'espoir, pourront peut-être être moins impactés, parce que dans beaucoup de nos pays où on a vécu des choses dramatiques, il y a eu un élan de solidarité automatique et les gens ont respecté. Au Sénégal, les gens respectent assez quand même. Par exemple, le couvre-feu et certaines mesures, on voit comment les gens aujourd'hui ont appris à se resaluer et on a intégré ça. Donc je pense que si on se parle en Afrique, on peut trouver entre nous des solidarités qui sont somme toute naturelles, les réactiver et puis je pense que
moi, je vois une lueur d'espoir derrière parce que on va réapprendre à penser l'Afrique. On va vraiment réapprendre. Cette crise-là, quelque part, elle est bien arrivée. Elle nous met face à nos responsabilités. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que c'est une crise civilisationnelle? Bon, écoute, je ne sais pas, civilisationnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y aura avant et après. Et je sais qu'on va réapprendre tout. On va réapprendre à s'approprier notre destin. Et ne plus dépendre des gens qui vont te dire on va te donner on va tester sur toi un vaccin. Ne plus dépendre de qui que ce soit, mais être propriétaire de notre avenir. Madame Angélique Kidjo, vous avez forcément vu cette actualité, l'Afrique qui serait vue comme le laboratoire de l'Europe. Comment vous avez vu cette actualité et qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'Africaine? Moi, le Covid-19 m'a donné un coup au plexus il y a 10 jours quand un des géants de la musique africaine est parti, Manu Dibango. Oui. 2 mois avant, on était ensemble en train de travailler concert à Carnegie pour célébrer les 60 ans des indépendances des pays d'Afrique. Et le Covid-19 c'est une piqûre de rappel pour moi. Et une semaine après, j'ai perdu mon beau-père aussi au Covid-19. Donc le Covid-19 dont on parle, je le vis dans ma chair au quotidien. Donc pour moi, en tant qu'Africaine, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Il y a des régions en Afrique où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau claire. Le Covid-19 est un rappel pour l'Afrique de ces millions d'habitants qui n'ont pas accès aux besoins les plus nécessaires, mais les plus basiques, les plus élémentaires. D'avoir accès à l'eau. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est à un moment où elle se transforme et elle montre sa capacité à répondre et à sauver des vies, les vies de ses citoyens, où elle s'écroule. Parce qu'on a des capacités d'amener de l'eau dans les zones, surtout dans les moments de crise. Ne nous focalisons pas uniquement sur les villes. Les zones rurales sont aussi sensibles à ce Covid-19 que n'importe quel endroit en Afrique. Que nous, les Africains, on puisse penser aux personnes âgées, artistes que nous avons, que ce soit de la musique traditionnelle, de la musique pop, partout, qu'on prête attention, qu'on fasse attention, qu'on aille rendre visite à ces personnes-là pour voir dans quel besoin ils sont, parce que c'est notre mémoire collective. Les personnes âgées chez nous, c'est une mémoire collective culturelle, c'est un fond de connaissances et de culture, de fierté infinie pour nous. Faut pas, ces personnes vulnérables, il faut y prendre suffisamment soin. Il faut travailler avec le ministère de la Santé, travailler avec aussi des activistes dans les quartiers. Il faut aller toucher tout le monde parce que le Covid-19, c'est planté dans un coin, il va faire des dégâts. Les pauvres, on doit apporter une attention particulière aux pauvres. Parce que c'est pas la France montre. Ceux qui sont en train de danger, c'est quoi? Les livreurs, les chauffeurs, les infirmiers, tous ceux qui font que la vie fonctionne, les caissières, les livres, c'est un truc de fou. Ces gens-là, on ne prêtait aucune attention. Au jour d'aujourd'hui, pour que ça fonctionne et qu'on puisse rester chez nous, il y a d'autres personnes qui se mettent en danger. Donc, je supplie les présidents. Alors, je disais donc que certains des présidents africains se sont parlé il y a quelques jours. On attend une déclaration africaine contre le Covid. Et lors de cette discussion, les présidents ont également évoqué l'appel qu'ils ont lancé à la France pour aider l'Afrique dans le cadre de cette lutte-là au niveau global. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de l'Afrique qui se tourne vers les autres puissances justement pour compléter l'aide qui sera lancée en interne? Est-ce que vous pensez que le Covid doit également pousser les Africains à chercher à être autosuffisants et à ne pas dépendre de l'extérieur chaque fois? Soit on est dépendant, soit on ne l'est pas. La question a toujours été là. On dit que cette année, c'est les 60 ans des indépendances. Le sommes-nous réellement? La question, elle est posée. Le Covid-19 pose cette question aujourd'hui. Est-ce que la France est aussi au bord du rouleau ici? C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est absolument affolant. Donc, la priorité de la France, c'est sa population. C'est clair. Ils pourront peut-être porter une aide, peut-être pas financière, mais au niveau du matériel qu'on n'a pas. Mais il faut que nous, en tant qu'Africains, connaissant nos pays, notre réalité, commencer avec des solutions de chez nous.
C'est-à-dire qu'il faut faire appel aux chefs de village, aux chefs, tout ce qu'on a comme levier dans nos pays pour que le message aille dans les régions les plus reculées et qu'on réponde aux besoins de ces régions-là. Est-ce qu'on a suffisamment de jerrycans d'eau, des fontaines d'eau qu'on peut mettre en place dans nos villages les plus reculés? Est-ce que nos dirigeants sont conscients que c'est leur responsabilité de préserver, de protéger leur population, ou ce n'est pas le cas? Et le Covid-19 va nous permettre de répondre à ces questions aujourd'hui. Est-ce que nous sommes suffisamment autonomes, suffisamment indépendants vis-à-vis de nos populations? Et qu'est-ce que nos populations veulent dire pour nous? Est-ce que la vie de nos peuples nous est chère, ou c'est tout simplement une monnaie, c'est comme une monnaie? C'est une question que les chefs d'État africains auxquels les chefs d'État africains doivent répondre. C'est pour ça que je disais dans ma première partie qu'il faudrait qu'il y ait une synergie des moyens dans tous les pays. C'est-à-dire que la Chine envoie des masques ici. L'Europe, tous les pays se rendent compte que la Chine est devenue un problème parce que personne ne faisait plus rien. La Chine est devenue le fabricant de tout le monde. Donc la Chine, quand la Chine est malade, tout le monde tombe malade. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser le Covid-19 pour être un peu indépendant? Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, faisons des masques africains. Faisons nos masques. Il y a plein de tailleurs et de couturiers dans les marchés. Et les terres sénégalais ont commencé, je vous le confirme. Mais c'est bien de le faire, mais ce n'est pas une spéculation. Il faut que les gens comprennent que c'est une situation urgente et que ce n'est pas une question d'argent et que les plus pauvres ont droit, même gratuitement, à ces masques-là. Il faut que ça devienne une entreprise qui génère de l'argent et que des gens meurent par rapport à ça. C'est la différence entre l'Europe et nous, c'est cette solidarité dont je suis très fière. Commençons par faire les choses avec nos moyens. Avec vraiment... Il y a des gens qui savent comment... La sanitation, la propreté, on sait comment faire. Oui. Utilisons nos moyens dans le sens le plus large du terme. On sait comment on change avec du javel, comment on sait tout faire, tout ça. Ça, on peut le faire. On n'a pas besoin des masques. S'il y a des respirateurs, commençons à les fabriquer. Oui. Alors, on bricole des voitures, non? Oui. On bricole des motos, non? Oui. On peut bricoler des et au Ghana, effectivement. Exactement. Vous avez raison de parler de la Chine. La Chine, à elle seule, c'est 30% de la production mondiale. C'est quand même énorme. Vous avez raison de le rappeler. Angélique Kidjo, pardonnez-moi de parler de votre âge. Je sais que c'est mal poli, mais j'ai envie de faire un parallèle. Vous allez comprendre. Vous avez parlé justement des 60 ans de l'indépendance, de souveraineté de 17 pays africains, dont le Sénégal et le Bénin qui ont accédé à l'indépendance en 1960. Vous aussi, vous fêterez 60 ans le 14 juillet prochain. Le développement industriel n'est pas encore au rendez-vous en Afrique. Vous l'avez dit, Didier Awadi, nos pays sont encore en voie de développement. Dites-nous, croyez-vous au développement et pourquoi il faudrait y croire? On est entre nous, entre Africains, on peut se dire les choses aussi. Non, moi, je redis encore une fois, l'indépendance, c'est une responsabilité assumée. La dépendance, c'est une responsabilité déléguée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? La défense, la sécurité, on a délégué. La preuve, aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes dans le Sahel. Parce que personne n'a voulu faire d'armée. Parce qu'on s'est dit non, le colon va laisser son armée. Nonsense. Aujourd'hui, le secteur de la banque, on délègue. La plupart des banques ici sont des banques étrangères. Donc, même ton argent, tu as délégué. Ta poche, la monnaie que tu utilises, c'est une monnaie coloniale. Donc, tu as même la poche, ce qui te permet de manger, tu as délégué. La téléphonie. L'éco devrait rentrer en vigueur en juillet. Non, l'éco tel qu'on nous le présente est un faux projet. Nonsense aussi. L'éco tel qu'il est, si tu me parles de l'éco version Nigeria, Ghana, là je te dis... CEDEAO, version CEDEAO. Voilà. Oui. Ça, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Oui. C'est pas du tout la même chose. Il y a un projet colonial et un projet indépendant. Moi, je suis partisan du projet indépendant. Le projet qu'on n'a pas délégué, mais on prendra nos responsabilités de gérer tout. La santé, on délègue. Tu te rends compte que nos dirigeants vont se faire soigner ailleurs. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'à eux seuls. Les gens qui sont dans les régions aussi ont le droit d'avoir des hôpitaux. Nos chercheurs, renforçons-les, donnons-leur de l'argent, mettons les budgets là où il faut. Il ne faut pas des projets seulement bling-bling pour faire plaisir à certains en temps de campagne électorale. Mais des projets... Moi, je veux dire une chose par rapport à ce qu'il dit Didier Awadi. Allez-y. 60 ans d'indépendance.
Mon concert à Carnegie le 14 mars, c'était ça. Ça s'appelait La fille de l'indépendance. Je suis née le 14 juillet. Oui. Et 15 jours après, je suis née le 14 juillet française. Et 15 jours après, je suis devenue dahoméenne. 15 jours après, mon pays est devenu indépendant. Et ça a toujours été quelque chose, quand j'étais gamine, dans les années 60, ce sentiment d'indépendance, de joie de vivre. Il y avait comme une bouffée d'énergie en Afrique. Et petit à petit, c'est devenu comme un ballon de baudruche. Il a été indispensable que si on veut évoluer, que l'Afrique doit se développer, il faut qu'on commence à avoir une vision pour les Africains, par les Africains. Moi, je l'ai expérimenté dans le domaine de mon organisation, de ma fondation Batonga. Oui. Quand j'ai commencé avec les filles du secondaire, je n'ai jamais décidé pour elles ce dont elles ont besoin. J'ai été vers les filles les plus pauvres, dans les villages les plus reculés où personne n'avait envie d'aller, en se disant parce que ces gens-là sont pauvres, ils n'ont pas de tête. Donc quand j'ai commencé, c'est la communauté tout entière que j'ai changé. En mettant ces filles à l'école, en remettant les femmes, les mères dans leur rôle. C'est-à-dire, dans le sud de l'Éthiopie, par exemple, au lieu de donner la scolarité, je donnais cet argent de scolarité à la mère pour qu'elle commence un business. On la forme pour un business et en retour, elle payait la scolarité. Et le taux de réussite est absolument incroyable. Des solutions, nous les Africains, on a. On connaît de quoi on est malade. Pourquoi est-ce qu'on va toujours vers les autres? Quand on va voir un médecin qui n'est pas dans... Tu vas à Paris, tu vas te soigner. Le médecin connaît toute ton histoire? Non. C'est-à-dire que nous avons des médecins capables en Afrique, mais il manque de moyens pour faire les choses correctement. Il faut commencer par se dire que ce qui est nôtre doit servir en priorité au peuple qui nous a mis dans... Parce que c'est le peuple qui vote pour le président, pour le mettre en place. Oui. Donc ce président a un devoir vis-à-vis de cette population-là. Et c'est aujourd'hui, au temps du Covid-19, qu'ils se rendent compte où ils veulent, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leur population. S'ils ne peuvent rien faire, il faut qu'ils le disent et qu'ils disent aux populations, venez avec des idées qui peuvent nous aider. On n'est pas contre eux, on va les aider avec des idées créatives pour qu'on arrive à survivre. On veut que les dirigeants nous écoutent, nous entendent pour qu'on travaille ensemble parce que le Covid-19, ça tue tout le monde. Justement, une question à tous les deux. L'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est l'Afrique des peuples. Sans cynisme, certains disent que le Covid-19 va servir d'accélérateur de particules. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut accélérer les processus en cours pour que l'intégration soit une réalité, une Afrique des Africains soit une réalité beaucoup plus tôt que 2063? Mais je crois que on a les capacités de le faire. Oui. On a les capacités de le faire depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi on attend. Parce que quand on a du pétrole, il y a des pays qui peuvent travailler avec vous pour raffiner le pétrole. Le pétrole que nous avons, c'est raffiné à des millions de kilomètres et qu'on l'achète ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut transformer. L'industrie, on peut le faire très vite. On a des fruits. Pour faire du jus de fruits et les vendre, on peut les mettre en bouteille. Toutes ces choses sont faciles à faire. Et je ne comprends pas pourquoi les jeunes entrepreneurs africains qui veulent faire des choses, on leur met des bâtons dans les roues peut-être. Il faut qu'on arrive à penser sérieusement que l'Afrique ne va pas attendre 2063. Parce que les jeunes qui vont mourir dans la Méditerranée, pour moi, si je suis une mère, chaque enfant qui meurt dans l'eau, c'est comme si quelqu'un me mettait un couteau dans le ventre. Quand on a porté un enfant, le voir mourir comme ça, comme rien du tout, ce n'est absolument pas supportable pour moi. C'est une honte pour moi et c'est une douleur physique personnelle pour moi. Donc il est indispensable qu'on fasse quelque chose. Didier Awadi. Je pense que les peuples ont compris ça déjà. Les peuples sont en avance sur cet agenda. Tu vois, aujourd'hui, les peuples par exemple, dans notre zone, c'est les peuples qui poussent les gens à changer la monnaie. Et les dirigeants suivent maintenant. Avant, les dirigeants, les élites, c'était eux qui insufflaient quelque chose et le peuple suivait. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide l'agenda. Et l'agenda, il est clair. Les gens ont commencé à travailler ensemble. Moi, j'ai la chance d'avoir fait au moins 44 pays sur le continent. Et je travaille avec tout le monde. On travaille déjà. On n'a pas besoin de nos ministères, de nos présidents pour le faire. On sait le faire ensemble. Et dans beaucoup de domaines, les gens ont commencé à travailler ensemble. Je pense qu'à un moment, les peuples doivent continuer à mettre une forme de pression pour que les élites viennent à notre rythme. Les peuples sont allés très vite. Parce que quand tu vas en Afrique de l'Est, où tout le monde a imposé le Swahili, mais il y a très longtemps, par exemple, qu'ils ont une seule puce pour tous les pays d'Afrique de l'Est. Une seule puce.
Et ils ont commencé à travailler avec cette puce, à faire du business avec cette puce, à s'envoyer de l'argent avec cette puce, en ne calculant pas toutes ces frontières. Donc les peuples vont vite. Et je pense qu'ils vont imposer l'agenda. Et je pense qu'il faut être optimiste parce qu'à l'échelle de l'histoire, on a vu l'Afrique du Sud sous apartheid. On a eu la chance d'être là pendant qu'elle était en apartheid et de voir comment ils se sont libérés, comment ils s'organisent. À l'échelle de l'histoire, on a vu avant toutes les prostituées qui venaient du Ghana. C'était dur au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana émergent est un exemple. Donc ça veut dire que les choses vont vite. Aujourd'hui, tout le continent, c'était l'OUA. Aujourd'hui, on est à l'Union africaine. Les peuples vont vite. Maintenant, il faudrait que les élites nous rattrapent. Et justement, c'est une question que je... Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il dit, Didier Awadi. C'est les peuples qui mettent la pression aujourd'hui. Mais moi, je veux aussi que le peuple arrive à convaincre les dirigeants de travailler avec. Parce que parmi ces jeunes avec lesquels ils travaillent, dans l'Est, à l'Or, au Sud, partout, on oublie souvent quand on parle de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord un peu plus développée. Allons vers eux pour apprendre comment ils ont fait les choses. C'est-à-dire les peuples, si on commence à se parler, amenons des projets à nos dirigeants en leur disant, voilà ce qu'on veut faire. Et s'ils ne veulent pas le faire, on le fera nous-mêmes. Mais ne pas les laisser à côté parce qu'on a forcément besoin, pour l'accélération du développement de l'Afrique, on a besoin que les politiciens soient avec les sociétés pour que les choses avancent. Justement, Angélique Kidjo, c'est les peuples qui décident. Que pensez-vous de ce sentiment anti-France qui naît en Afrique? Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends et je ne le comprends pas en même temps. Parce que si on est, s'il y a un sentiment anti-français, ce n'est pas les Français qui décident. Soyons clairs, ce n'est pas le peuple français qui décide. C'est le gouvernement français qui décide. Donc, quand les Africains disent on est contre les Français, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des Français qui ne sont pas non plus d'accord, qui ne sont pas contents de la situation non plus. Il y a des gens qui parlent ici et on ne les entend pas en Afrique. Donc forcément, on fait l'amalgame, on met tout le monde dans le même panier. Faites attention à la généralisation. Moi, je déteste ça. Quand on commence à faire des généralisations, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de solution possible. Si nous voulons vraiment que notre continent se développe, les peuples africains doivent savoir qu'ils doivent faire aussi des alliances avec d'autres peuples pour qu'on y arrive. Et c'est difficile parce qu'on a une histoire très très difficile avec la colonisation. Les résidus de la colonisation sont encore là. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut évoluer, on veut rester accroché à nos colères, à nos revendications, ou on veut construire? Moi, je veux construire. Moi, je ne rends personne responsable de rien du tout. Le temps est arrivé pour que nous tous, on se dise que nous sommes des adultes, ne parlez pas pour nous, et on va vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Pour l'instant, on parle. Les actions, je les attends. Justement, sur cette même question, Didier Awadi, que pensez-vous de ces sentiments? Moi, même pour le changement de l'écho, c'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé à Abidjan. Oui, quand le président français parle de sentiment anti-français, je pense qu'il y a un sentiment anti-colonial. Il n'y a pas un sentiment anti-français. Mais il faut être dans une mentalité coloniale pour voir ce sentiment anti-français. C'est parce que tu es dans une mentalité coloniale que tu as l'impression qu'on est contre toi. Le peuple français, les peuples africains, le prolétariat sénégalais ou français ou marseillais, c'est les mêmes peuples. Et on est face aux mêmes ennemis. Tu vois? Et donc, ce n'est pas un problème de français ou de machin. Par contre, contre l'impérialisme, un sentiment anti-impérialiste, oui, il faut l'avoir. En même temps, le président Emmanuel Macron, on se rappelle, avait dit à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc c'est pour ça, lui a été beaucoup reproché fort de ça que nous avons un sentiment anti-impérialiste. Nous n'avons pas un sentiment anti-français, nous ne sommes pas racistes. Combien de Sénégalais, d'Africains sont mariés à des Français? Partout, nous allons en France, nous sommes fiers d'y aller. Ils viennent ici, ils sont fiers et ils sont les bienvenus. Ce n'est pas un problème anti-français. Et ça, c'est malhonnête pour moi de mettre ce débat-là et essayer de nous mettre des problèmes de conscience. Par contre, quand on a une mentalité impérialiste, on est gêné quand les gens qu'on essaie de dominer se révoltent. Il y a une révolte naturelle. Il y a une révolte naturelle contre toute forme d'impérialisme. Compréhensible. Mais naturelle et logique. Et que nous encourageons cette révolte contre l'impérialisme. Quel que soit le drapeau qu'il va porter. Si c'est un drapeau français et que c'est impérialiste, on va être contre l'impérialisme, mais pas contre les peuples. Il ne faut pas qu'on oppose des peuples. S'il y a un système france-africain qui essaie de dominer ou bien de reprendre une place qu'il est en train de perdre sur le continent,
eh bien, chaque Africain a le devoir de se lever contre toute forme d'impérialisme. Et il ne faut pas qu'on nous manipule en nous disant non, vous êtes raciste. Non, ça n'a rien de raciste, parce que dans ce combat-là, il y a des Français. Il y a des Français. Il y a des Européens, il y a des Blancs plus blancs que neige qui sont dans ce combat contre l'impérialisme. Et puis blanc que neige. C'est une expression. Vous la connaissez pas, cette expression? Non, je viens de créer ça. Je viens de créer ça. Alors, Madame Angélique Kidjo... Excusez-moi, pour terminer là-dessus. Allez-y. Quand on parle de France-Afrique, rien que le terme France-Afrique, celui qui a écrit le premier livre où il cite la France-Afrique, il s'appelle François-Xavier Verschaer. Il est français. Mais il lutte contre toutes les formes d'impérialisme. Parce qu'il veut que le Français moyen sache ce que la France fait en son nom en Afrique. Oui, tout à fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Nous avons des amis, nous sommes liés par la famille et souvent par le sang avec la France. Donc c'est nonsense. En plus, Suleiman adore le fromage comté, donc ça va. Très rapidement, on va marquer. Sur un autre point, Madame Angélique Kidjo, toujours sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde, et en relation avec le Covid, justement, il y a des appels à l'annulation ou à la suspension de la dette, sans compter maintenant l'appel aux ressources des institutions multilatérales pour lutter contre le Covid. Quelle est votre position et quel rôle les artistes africains peuvent-ils jouer pour porter la voix de l'Afrique justement en direction de ces bailleurs multilatéraux et bilatéraux? Moi, la question que je me suis toujours posée, comment un continent, le continent le plus riche de la planète, l'Afrique, puisse avoir des dettes? Comment on a des dettes? Moi, on n'a qu'à m'expliquer. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi, après 60 ans d'indépendance, nous avons encore des dettes? Moi, je veux comprendre. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce que je veux, c'est que il y a plus de... On ne me parle plus de dettes. Il faut... C'est tellement... Pour moi, c'est limpide. C'est nous, les Africains, qui devons construire nos pays. C'est nous qui devons mettre nos lois en place pour que quand quelqu'un vient de l'extérieur pour investir dans notre pays, il faut qu'il ait un partenaire africain du même pays. C'est-à-dire que le business ne peut pas être seulement un conglomérat ou un major dans les mains d'un pays. On dit, Didier Awadi vient de parler contre l'impérialisme. L'impérialisme, il est colonial, il est économique aussi. Donc quand on accepte qu'il y a une compagnie anglaise ou française ou ailleurs qui vient s'installer, qui amène tout, son directeur, ceux qui sont à la tête, il y a des gens qui sont capables en Afrique. Pourquoi nos gouvernements ne font pas de telle sorte qu'il y ait de passage de connaissances? Pourquoi est-ce que les Chinois viennent et construisent des routes et ils s'en vont? Pourquoi est-ce qu'ils n'apprennent pas à des Africains à construire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration. Pour que nous, on arrive à s'en sortir, il faut qu'il y ait des connaissances qui se passent. Il y a des Africains qui ont des connaissances qui sont ici. Ils peuvent venir former des gens. Les gens qui sont à pont et chaussée, africains qui sont ici. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Donc, blâmer ci, blâmer ça, ça pour moi, je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler d'action. Parce que je dis toujours, talk is cheap, action is expensive. Et qu'est-ce qu'on fait? Je pense que sur la dette, avant de marquer une pause, très rapidement sur la dette. Sur la dette dans sa forme actuelle a été payée au moins 6 ou 7 fois déjà. Donc l'annuler ne serait que normal. Ne serait que normal. Et à quoi ça sert de dire on va garder l'Afrique sous étau? Cet étau-là, tant qu'il est là, eh bien les populations africaines prendront des bateaux, prendront le désert, prendront la mer. S'il n'y a pas un transfert de technologie ici et qu'on ne crée pas des richesses ici, eh bien les gens iront vers là où vont leurs richesses. Si on pille l'Afrique, on continue le pillage de l'Afrique et en l'asphyxiant avec les dettes, les gens iront là où ils verront des plus verts pâturages. C'est légitime. Donc aujourd'hui, quand tu parlais de civilisationnel, là peut-être je te rejoins. Aujourd'hui, le défi civilisationnel, il est là. Si vous ne renforcez pas l'Afrique, eh bien on ira chez vous par tous les moyens et personne ne pourra arrêter ça. Parce que si on ne peut pas aller chez vous, aujourd'hui, c'est beaucoup
pour des problèmes de négrophobie et de racisme. Il faut poser, il faut dire ça, tu vois. Parce qu'un Européen vient ici, quelquefois même pas de visa. Toi, pour partir, déjà quand on te parque dans la queue, là, dans la rue, même pas à l'intérieur de la chancellerie, dehors, là, dehors du consulat, comme un mouton, déjà c'est une agression. On commence à t'agresser déjà dès l'extérieur du consulat pour avoir un visa. Et si tu es noir, pauvre et musulman après le 11 septembre, tu as la totale, la complète, œuf, jambon, fromage, tu n'auras jamais de visa. Pourquoi? À cause de la couleur de ta peau. Et nous recevons tout le monde. Donc il y a un système très inégal qui est là, très unique, très cynique. Et à un moment, on va être face à... On vit les limites de tout ce système. Donc la dette doit être annulée, ce n'est que normal. Et ensuite, il faut qu'il y ait des transferts de technologie et un équilibre dans le partage des richesses du monde. Sinon, eh bien, on ira partout. Et plus personne ne pourra arrêter ce mouvement. De toute façon, là, plus personne ne peut l'arrêter. Et on ne va pas se lancer dans un débat de philanthrope, mais avec le nombre de milliards mis sur la table de partout, on se demande quand même, on se dit quand même qu'il y a assez de ressources dans ce monde pour rendre heureux toutes les populations, tout simplement. Messieurs, dames, l'actualité est